La première fois que j'ai goûté du sang ce Noël-là, ce n'était pas celui du cacao que je préparais pour la famille de Laurel. Je m'appelle Griffin Ward, et je n'aurais jamais cru qu'une fête puisse tourner à une telle violence. Je me souviens encore de la lumière de la cuisine qui brillait sur la porte en inox du réfrigérateur lorsque je me suis retourné pour tendre son faux sourire à Laurel. Au lieu de son sourire habituel, j'ai vu son visage se durcir, son expression se déformant si vite que je me suis demandé si je ne l'avais pas imaginé. Avant que je puisse demander ce qui n'allait pas, le poing de son frère Seth s'est écrasé contre ma cage thoracique. La douleur a explosé comme une décharge électrique, me coupant le souffle et m'envoyant m'écraser contre la surface froide du congélateur. Mon dos a heurté le métal avec un bruit sourd qui a résonné dans mes oreilles, et j'ai senti un goût de cuivre sur ma langue. Au début, j'ai cru que c'était juste l'adrénaline qui masquait l'impact, jusqu'à ce que j'entende le craquement écœurant du poing de Jordan suivi de celui de Seth, frappant ma pommette. J'ai titubé, la vision brouillée. Le monde devint un flou de cravates écossaises, de chaussures cirées et les yeux de Laurel brillant d'une satisfaction sauvage. Elle ne s'avança pas pour les arrêter. Elle ne broncha même pas. Elle se tenait près du comptoir, les bras croisés, le silence l'enveloppant comme une armure. Quelqu'un d'autre aurait pu crier à l'aide, mais sa famille préférait la violence à la conversation. J'essayais de parler, de leur expliquer leur erreur, mais je ne réussis qu'à tousser rauquement. Je reculai, la main pressée contre mon nez ensanglanté, et attrapai mon téléphone. Mes doigts tremblants effleurèrent l'écran lisse, et une lueur d'espoir me traversa l'esprit. Je m'imaginais composer le 911, la voix calme d'un opérateur, les sirènes hurlant dehors. Peut-être une ambulance, peut-être la justice. Mais avant que je puisse déverrouiller l'écran, la main de Laurel jaillit et m'arracha le téléphone des mains. Elle le tint hors de ma portée, les jointures blanches, et siffla. Ce n'est qu'une égratignure. Griffin, ne dramatise pas. Son père se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur sa large poitrine. Il affichait un air désintéressé, comme s'il observait un léger désagrément plutôt que l'agression de son gendre. Le roi du drame, murmura-t-il d'une voix suffisamment basse pour que je sois la seule à l'entendre. Ces mots me glacèrent plus que n'importe quel coup. À cet instant, tout en moi redevint froid, impitoyable, précis. Je trébuchai vers la salle de bain, chaque pas plus lourd que le précédent. Le rire de Laurel résonna. Doux, moqueur, triomphant. Je ne me retournai pas. Je ne voulais pas voir le sourire cruel sur le visage de son frère ni le signe de tête fière que son père leur adressa. Je fermai la porte de la salle de bain et m'y adossai, les épaules affaissées par la fuite de l'adrénaline, me laissant épuisé et à vif par la douleur. Des néons vacillants révélèrent l'horreur dans mon reflet. Du sang maculait ma lèvre supérieure, un bleu noirci gonflait sous mon œil gauche, et mes yeux brillaient des larmes que j'avais refusé de verser. Je m'agenouillai devant le lavabo et me lavai le visage, le bout des doigts tremblant pour essuyer le sang. Mon cœur battait fort. Mais je ressentais autre chose. Un calme glacial qui m'envahit comme une seconde peau. Je fixai mon reflet jusqu'à ce que ma respiration se calme et que la rage se réduise à une braise froide et concentrée. J'entendais presque la voix de Laurel dans ma tête répéter son mantra de mensonge. Tu as été distant. Tu caches quelque chose. J'ai vu la façon dont tu regardais cette femme. La ligne de la femme mystérieuse était plus profonde que n'importe quel point. Elle avait découvert une écharpe dans ma voiture, l'écharpe de ma collègue, et l'avait transformée en preuve d'infidélité. Peu importe que la collègue en question soit une amie proche que j'avais simplement raccompagnée chez elle. Peu importe la vérité. Laurel et sa famille préféraient un méchant pour entretenir le récit qui préservait leur image parfaite. Je m'aspergeai le visage d'eau et sentis la brûlure de ma peau écorchée, écho de la façon dont ils avaient brisé ma vie. Mon reflet me fixait, flamboyant d'une promesse à peine croyable. Je leur ferai voir la vérité. Pas par des cris ou des bagarres, mais par des manœuvres calculées qui détruiraient leurs mensonges brique par brique. Je me redressai, m'essuyai les mains sur mon pull et examinai la petite trace rouge sur le comptoir. Du sang sur la porte du réfrigérateur, une tache qui ne s'effacerait pas si facilement. Dans cette salle de bains exiguë, je fis un choix. Je ne serais plus l'homme qui se laissait intimider en silence tandis que son monde était démantelé par les mensonges et la violence. Je n'implorerais pas Seth et Jordan d'arrêter. Je n'implorerais pas Laurel de me pardonner. Au contraire, je reconstruirais plus fort, plus intelligent, indestructible. Je transformerais leur attaque en carburant, leur trahison en stratégie et leur rire en motivation. J'appuyai ma paume contre le carrelage froid du mur et laissai ma tête y reposer,
les yeux fermés. Le bourdonnement lointain des musiques de Noël et le tintement des plats résonnaient dans la maison, en contradiction flagrante avec la violence que j'avais endurée. Ils pouvaient conserver leur parfaite tradition de Noël. Ils pouvaient conserver leurs histoires et leurs silences, car je préparais déjà les miennes. Et le moment venu, je veillerai à ce qu'ils se souviennent tous de l'homme qui n'avait jamais crié, pas une seule fois, qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit par les poings ou les larmes, mais avec la puissance silencieuse et implacable d'une vie arrachée. Et alors, ils sauraient exactement qui était vraiment Griffin-Ward. La porte de la salle de bain claqua derrière moi tandis que je me fermais à leur jugement et à leur rire. Je m'adossai au carrelage froid, le cœur encore palpitant de la violence de la nuit précédente. Mes reflets me fixaient, déformés par la porcelaine craquelée et la tension. J'appuyai une serviette en papier sur la plus grave des coupures, puis regardai des gouttelettes rouges se brouiller et s'estomper sous le tourbillon d'eau froide. Dans ce moment de silence, je réalisai que je découvrais un nouveau calme, né non pas de la peur, mais de la détermination. Derrière les murs, j'entendais Laurel se déplacer dans la maison. Ses pas sur le parquet étaient légers, hésitants, comme si elle frôlait une scène de crime orchestrée par ses soins. Je fermai les yeux et me concentrai sur sa respiration douce et régulière. Elle devait être dans le salon, en train de répéter son histoire. Le mari froid, l'épouse négligente, la maîtresse fantôme. J'imaginais la conversation qu'elle aurait avec ses parents. Son père. Hochant la tête, ses frères hérissant une colère justifiée, chaque syllabe aiguisant la lame de leur récit commun. Tandis que j'essuyais le picotement de mon nez, je laissais leurs mots résonner dans ma tête comme si j'entendais une émission clandestine. Tu as été distant, disait-elle, la voix tremblante d'une fausse inquiétude. Tu as travaillé tard, tu as disparu au téléphone, tu as caché ton téléphone. Et quand ses parents lui demandaient pourquoi, elle produisait ses preuves, un journal d'appels soigneusement trafiqué, une photo de ma voiture devant l'appartement de ma collègue, un horodatage qu'elle avait manipulé pour suggérer une inconvenance. Je voyais presque ses mains douces déformer la vérité pour me ligoter. La colère montait comme une marée, mais je la repoussais. Ce soir, je ne réagirais pas. Ce soir, j'écouterais. Je connaissais chaque détail de l'histoire. Après tout, je l'avais vécu. Je savais à quel point j'avais été épuisé par les nuits tardives au cabinet et les exigences de l'organisation des vacances. Je me souvenais du soir où je suis passé chez Sarah pour lui déposer son écharpe oubliée, et comment ma simple gentillesse s'était transformée en preuve de trahison. Elle avait omis de dire que Sarah était bouleversée par une urgence familiale, qu'elle avait les larmes aux yeux et la gratitude aux lèvres. Laurel ne mentionnait jamais ces détails. Ces vérités auraient affaibli ses mensonges, alors elle les avait jetés comme des ornements superflus. J'ai déplié une autre serviette en papier et les pressé contre ma joue, sentant la chaleur humide s'infiltrer entre mes doigts. Chaque douleur, chaque bleu témoignait non pas de ma culpabilité, mais de leur désespoir de préserver un idéal. J'étais le méchant de leur fable festive. Le cadeau gâché qu'ils pouvaient déballer et jeter. Leur rêve de vacances parfaites reposait sur mon silence et ma disgrâce. Mais je refusais d'être une note de bas de page dans leur histoire. Je ne disparaîtrais pas comme une décoration égarée tombée du sapin. Je me suis levé et je me suis aspergé le visage d'eau, la douleur aiguisant mes sens. Les mensonges de Laurel allaient me priver de ma vie, de ma maison, de ma carrière. Elle avait déjà changé les serrures de ma messagerie professionnelle, révoqué mon accès au compte que j'avais créé de toutes pièces et effacé mon nom des rapports et des présentations. Si elle parvenait à me dépeindre comme un tricheur, un ivrogne, un homme dangereux, l'entreprise de son père me laisserait tomber comme une braise, ne me laissant que des bleus et une réputation ternie. Mais je n'étais pas impuissant. En m'éloignant, j'ai senti un plan se dessiner, étape par étape. D'abord, je rassemblerai toutes les preuves qu'ils avaient manipulées contre moi. Courriel, SMS, relevés téléphoniques. Je les remettrai à quiconque aurait besoin de connaître la vérité. Ensuite, je sécuriserai mon propre récit. Les journaux d'appel d'avant les portes verrouillées. Les témoignages de collègues qui pourraient attester de ma localisation. Les dossiers médicaux si nécessaire. Ils pourraient s'introduire chez moi et voler mon téléphone, mais ils ne pourraient jamais effacer l'historique numérique enregistré sur plusieurs serveurs. Mes doigts s'attardèrent un instant sur le robinet chromé froid, se forgeant grâce à la solidité inflexible de la robinetterie. Je glissai une main dans ma poche et sentis la bosse rassurante d'une petite clé USB que j'avais créée quelques jours plus tôt, contenant les sauvegardes de tous les rapports auxquels j'avais contribué chez Pinfield Holdings. Sur cette clé se trouvaient mes créations, ma propriété intellectuelle, le fondement même de ma carrière.
Je l'avais dissimulé sous ma chaussette, un secret que je n'avais pas encore révélé à Laura, une autre protection contre sa tromperie. Plus je pensais à ces mensonges, plus mon sang se glaçait. La trahison était une chose. L'effacement systématique et calculé de mon identité en était une autre. J'ai appris à compartimenter mes émotions, à faire preuve d'empathie envers les autres, à décortiquer les conflits, à concevoir des solutions. Maintenant, j'allais appliquer cette précision à ma propre vie. Je recenserai chaque contact, chaque récit, chaque témoignage. Si elle prétendait que j'avais disparu, je prouverais que j'étais partout, aux réunions, aux événements caritatifs, sur vidéo. Si elle disait que je m'étais enfui pour tricher, je montrerais les tickets de caisse horodatés des cafés, les registres de sécurité des laboratoires de recherche. Quand mon calme fut absolu, j'ai enfin expiré. La tempête de colère et de douleur s'estompa, remplacée par la lucidité. J'ai boutonné ma chemise, ajusté le col dans le miroir et inspecté le petit bleu qui poussait près de mon œil. Il s'estomperait, mais la leçon, elle, ne s'estomperait pas. Ne laisse jamais personne d'autre écrire ton histoire. J'ai fait craquer mes articulations, puis je les ai contractées jusqu'à ce que la douleur sous ma peau me ramène à la raison. J'ouvris la porte de la salle de bain et pénétrai dans le couloir sombre. Les pas de Laurel se turent à mon passage, comme si elle sentait que je n'étais plus un simple pion dans son récit, mais un acteur capable de réécrire les règles. Mon téléphone resta silencieux sur le comptoir. Ces mensonges m'avaient bloqué. Mais j'avais désormais des outils plus importants, la vérité, la préparation et un plan. Je me dirigeais vers la porte d'entrée, non pas pour fuir, mais pour commencer à rassembler ce dont j'avais besoin. Dehors, les lumières de Noël clignotaient joyeusement, inconscientes de la guerre qui se déroulait dans leur lueur froide. Fidèle à la tradition des fêtes qu'elle chérissait tant, Laurel recherchait le dénouement heureux où le mari se repentirait. Mais ce n'était pas son histoire à raconter. Le chapitre 2 de ma vie ne serait pas défini par ses mensonges ou ses serrures. Il serait défini par les pas silencieux et implacables d'un homme reprenant son destin en main, une preuve à la fois, jusqu'à ce que les serrures se referment et se brisent sous le poids de la vérité. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Le genre de silence qui ne vient pas de la paix, mais de quelque chose de plus froid. Quelque chose qui se dépose encore dans les murs comme de la poussière après une démolition. J'étais assis au bord du lit de la chambre d'amis, les épaules douloureuses, les yeux gonflés, le goût du sang séché persistant dans ma bouche. La lumière matinale filtrait à travers les stores et les fines lattes du sol, découpant les ombres comme des barreaux de prison. Et puis je l'ai vu. Mika, mon fils, 8 ans, courageux et les yeux brillants, toujours en pyjama rayé, debout juste à l'extérieur du couloir reliant la chambre d'amis à la cuisine. Il n'a rien dit, il est resté planté là, ses petits doigts agrippés au chambranle de la porte, ses grands yeux bruns rivés sur les miens. Il était debout depuis assez longtemps pour voir les conséquences. Peut-être même assez longtemps pour être témoin de la violence. Je me suis forcé à me lever malgré la douleur. Ma hanche gauche a hurlé de protestation à l'endroit où je m'étais écrasé contre le réfrigérateur. Ma main a légèrement tremblé en tendant la main vers lui. « Salut mon pote », dis-je en m'accroupissant jusqu'à ce que nos yeux soient à hauteur. Mika n'a pas bougé. Sa lèvre inférieure était retroussée sous ses dents, ses sourcils froncés, confus. Le genre d'expression que les enfants ont quand ils voient quelque chose qui n'a pas de sens, comme un chien au volant d'une voiture ou un parent en train de saigner sur le sol de la cuisine. Il ne m'avait jamais vu comme ça. Battu, impuissant, réduit au silence et, pire que tout, accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. « Tout va bien », murmurai-je. C'était un mensonge, et nous le savions tous les deux. Ma voix était lente, mes mots, comme si je les avais passés dans de la mélasse. Mais je souris malgré la douleur, non pas parce que je voulais le tromper, mais parce que je devais être son ancre, même si le bateau coulait déjà. Mika regarda derrière moi vers la cuisine, puis de nouveau. Je savais ce qu'il cherchait, sa mère. La réponse, la stabilité. Une version de l'histoire qui n'impliquait pas que l'homme qu'il aimait soit blessé par ceux en qui il avait confiance. Je voulais lui dire que je n'aurais jamais fait de mal à sa mère. Que je ne trahirais jamais cette famille. Mais qu'est-ce que cela signifierait pour un enfant quand les adultes avaient déjà décidé de l'histoire? Laurel dit, « Toi ». Il marqua une pause, sa bouche bougeant autour du mot comme s'il brûlait. Elle dit, « Tu as fait une bêtise ». La phrase semblait venir de quelqu'un d'autre. Répétée, probablement murmurée à son oreille ce matin-là pendant que je me mettais de la glace sur le visage derrière une porte verrouillée.
Ça me coupait. Plus fort que tous les coups que j'avais reçus la veille. Elle t'a dit ça, demandai-je doucement, luttant pour retenir l'émotion. Mika hocha la tête comme s'il ne quittait jamais les miens. Je m'assis sur le tapis, les genoux pliés, et tapota le sol à côté de moi. Il hésita, mais s'approcha lentement et s'assit sur le tapis. Sa petite épaule effleura la mienne. Je sentais sa tension, son incertitude, et pourtant il resta assis près de moi. C'en était assez pour l'instant. Tu te souviens de l'écharpe qu'elle a trouvée dans la voiture? Ai-je demandé. Il a hoché la tête de nouveau. C'était celle de mademoiselle Sarah, du bureau de papa. Elle l'avait oubliée un soir et je l'ai raccompagnée chez elle. C'est tout. Pas de secret. Pas de mauvaise chose. Michael a baissé les yeux vers sa nièce. Pourquoi maman pleurait-elle? Parce qu'elle construisait une scène. Parce qu'elle avait besoin d'un public. Parce que le drame a un prix et que j'étais la seule à ne jamais avoir vu le reçu. Elle était bouleversée. Ai-je dit. Et quand les gens s'énervent, parfois ils disent des choses qu'ils ne pensent pas, ou ils disent des choses sans connaître tous les faits. Il a de nouveau levé les yeux vers moi. Elle t'a frappé? J'ai secoué la tête. Non, pas elle. Mais il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû arriver. Le silence est revenu. Plus lourd cette fois. Je voulais le protéger de tout ça. La rage, la trahison, la manipulation. Mais je ne pouvais pas envelopper le monde dans du papier bulle. Je ne pouvais pas lui faire oublier le sang sur le carrelage de la cuisine. Je ne pouvais pas effacer le bruit du poing de cette ni la façon dont il l'avait manipulé. La bague de Jordan avait déchiré la peau au-dessus de ma joue. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était lui donner quelque chose à quoi se raccrocher, quelque chose de vrai. Tu sais que je t'aime, pas vrai? Dis-je en passant doucement mon bras autour de lui. Sa tête reposa contre moi. Je sais. Nous sommes restés comme ça un long moment. Assez longtemps pour que la maison commence à se réveiller. Assez longtemps pour entendre les talons de Laurel claquer sur le parquet tandis qu'elle quittait la chambre pour la cuisine. Le micro-ondes bipa. Les placards s'ouvraient et se fermaient. Des bruits normaux, familiers. Et pourtant, tout était différent maintenant. Finalement, Mika se leva et me lança un dernier regard. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Le bleu sur mon visage en disait assez. Le silence qu'il emportait avec lui dans le couloir. Cela en disait plus. Je restais assise, écoutant la voix de Laurel flotter vers lui. Douce, douce, attentionnée. As-tu bien dormi, chérie? Papa ne se sent pas bien, alors laisse-lui un peu d'espace aujourd'hui. Bon, c'était reparti. Cette manipulation déguisée en maternelle. L'inquiétude. Ce ton calculé, ce contrôle masqué par la gentillesse. Elle ne se contentait pas de peindre une version brisée de moi. Elle se décrivait comme la sauveuse, la mère qui a résisté à la tempête. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que Mika me verrait avant que ces mots ne lui parviennent. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il voie la réalité avant qu'elle ne la réécrive. Et dans ce couloir silencieux, le sang séchant encore sous mes ongles, j'ai vu quelque chose changer. Mika ne comprenait peut-être pas encore la trahison. Il ne saisit peut-être pas le poids des fausses accusations ni la cruauté du silence, mais il a vu. Et plus important encore, il se souvenait de ce moment, de cette connexion, c'était la graine de vérité qui, je le savais, germerait avec le temps. Quand tout le reste s'est estompé, quand les photos sont sorties, que les vacances sont passées et que les histoires de Laurel se sont transformées en contradictions, Mika se souviendrait encore de mon expression et du poids de ma voix quand j'ai dit « tout va bien », parce que ce n'était pas le cas, et il le savait, et c'était suffisant pour l'instant. Don est arrivé avec un ciel couleur lavande jaunâtre. Le monde se tut, comme s'il retenait son souffle. Je m'assis au bord du lit de la chambre d'amis, celle que j'avais choisie parce qu'elle était la plus éloignée de la cuisine, la plus éloignée du lieu de ma disgrâce, et examinai la petite pile d'affaires sur la table de nuit, mon portefeuille, mes clés, la clé USB contenant tous les dossiers de projet que je m'étais juré de protéger, et une chemise propre soigneusement pliée. Mes genoux protestèrent tandis que je posais mes pieds au sol, chaque mouvement provoquant une douleur sourde dans mes muscles encore raidis par la faim violente du réveillon de Noël. Dans la pénombre, la pièce ressemblait à n'importe quelle retraite dominicale, mais c'était le lieu de mon départ. Je m'arrêtai sur le seuil, me retournant pour contempler la maison qui m'avait autrefois semblé un sanctuaire. Les lumières de Noël scintillaient encore à travers les vitres givrées.
des guirlandes. À moitié oubliées pendaient de la rampe d'escalier. Et quelque part dans le salon, une assiette à moitié vide de biscuits au pain d'épices refroidissait sur une table d'appoint. C'était un tableau silencieux de la vie que j'avais menée. À avoir. Rire, chaleur, amour. Ce matin, pourtant, j'avais l'impression d'être dans un nid d'ange. Chaque ornement était un mémorial à ma confiance brisée. J'ai expiré lentement et j'ai laissé le silence m'envahir, le laissant voler ma détermination. J'ai marché pieds nus dans le couloir, les orteils frôlant le tapis, et chaque pas portait le poids d'une finalité que j'avais trop longtemps repoussée. Je suis passé devant la porte fermée de Mika et j'ai posé une main douce sur la poignée. Son nom peint de joyeuses couleurs primaires brillait doucement dans la lumière matinale. J'ai pressé ma paume contre le bois, l'imaginant endormi à l'intérieur, ignorant que je ne serais pas là à son réveil. J'aurais voulu me faufiler à l'intérieur, lui caresser les cheveux, lui murmurer que papa s'absentait un moment, mais qu'il reviendrait bientôt. Mais je savais que ce n'était pas le cas. Mon départ devait être silencieux, irrévocable. J'ai lâché la poignée et j'ai continué mon chemin, avec l'impression de me défaire de morceaux de moi-même à chaque pas. Devant la porte d'entrée, je me suis de nouveau arrêté. La serrure a grincé doucement tandis que je m'installais. J'avais ma clé, et je m'attendais presque à une voix, des lauriers, des Mika, pour me rappeler. Mais il n'y avait que l'air matinal, vif contre les vitres. J'ai ouvert la porte et me suis engagé dans une allée humide de rosée. Le froid transperçait mon pantalon de pyjama et je me suis serré les épaules, essayant de voler la coupe que je ressentais en moi. La coupe née de la peur, du regret et de cette étrange et lourde culpabilité qui accompagne parfois l'instinct de survie. J'ai fermé la porte sans tourner le loquet, la laissant osciller doucement derrière moi. Pas de claquement, pas d'annonce, juste le léger clic de ce qui se trouvait sur le cadre. J'ai jeté mon sac de sport sur mon épaule, sa sangle me coupant les côtes douloureuses, et j'ai levé les yeux vers le ciel, qui s'illuminait maintenant d'un rose pâle. En bas de la rue, des camions de journaux passaient en grondant, leurs chauffeurs inconscients de l'homme blessé marchant silencieusement sur l'herbe gelée. Ma voiture était restée là où je l'avais laissée, les clés pendantes au contact. J'ai déverrouillé la porte et je me suis glissé à l'intérieur, le siège en cuir froid contre mon dos. Tous les capteurs se sont allumés dans une faible lueur, et je me suis accordé un instant pour observer mon reflet dans le rétroviseur. Mon œil gauche restait gonflé, violet, bleu, rappelant que certaines blessures ne s'effacent pas avec le pardon. Je me suis passé une main tremblante sur la joue, puis j'ai agrippé plus fermement le volant. Une profonde inspiration, une expiration réfléchie, puis j'ai démarré le moteur. La traversée de la ville s'est faite en silence, à l'abri du vrombissement des pneus sur la chaussée mouillée. J'ai planifié l'itinéraire dans ma tête. À gauche sur M pour contourner les routes principales, puis 2 tours pour éviter la circulation du centre-ville, et enfin un tour dans le vieil immeuble en briques où vivait Jonas. Chaque virage m'éloignait des décombres de ma vie familiale et me rapprochait d'une bouée de sauvetage que je n'étais pas sûr de mériter. Mon téléphone, que Laurel avait verrouillé la veille, était caché dans la boîte à gants, remplacé par un modèle plus ancien que j'avais gardé pour les urgences. J'ai appuyé sur l'écran. Non messagerie vocale, pas de SMS, pas d'appel manqué. Mon monde s'est étu d'un coup de coude dans le rein. Quand je me suis garé devant l'immeuble de Jonas, le soleil pointait à peine à l'horizon, peignant la ruelle d'un doux doré. Je me suis garé à ma place habituelle, une place délabrée réservée à sa vieille berline. Avant de pouvoir me décider à faire demi-tour, j'ai ouvert la portière, attrapé le sac et gravi l'étroit escalier. La peinture des murs s'écaillait comme de vieilles croûtes, et la moquette sentait la bière éventée, mais je m'y sentais comme chez moi. La porte de Jonas s'ouvrit avant même que je frappe. Il se tenait là, vêtu d'un sweat à capuche trop grand, un sourcil arqué, une question muette. Je n'ai pas pu déchiffrer son expression au début, sa bouche s'est courbée d'inquiétude, son regard a glissé sur mon visage meurtri, puis sur le mien. Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de détails. Il s'est juste écarté. L'appartement était petit. Un canapé affaissé qui semblait avoir abrité trop de sessions de jeux nocturnes. Une table basse. Encombrée de cahiers ouverts et de tasses à café vides, un bureau près de la fenêtre avec 2 écrans d'ordinateur allumés, un câble Ethernet serpentant vers le routeur dans un coin. C'était le genre d'endroit où l'on vit pour quelqu'un qui privilégie le travail à la décoration, et pour quelqu'un qui privilégie l'amitié aux formalités. Je laissai tomber mon sac sur le canapé et m'y laissai tomber. Les coussins grinçaient, mais je trouvais un certain soulagement dans ce léger mouvement. Jonas traversa la pièce et s'assit à côté de moi,
suffisamment près pour me réchauffer sans m'entasser. Il ne me proposa pas de café. Il ne me demanda pas si j'avais besoin de glace. Il dit simplement d'une voix rauque de sommeil, mais ferme dans son intention. Quand tu seras prête. Ces mots me frappèrent comme un marteau. Quand tu seras prête. Pas quand tu leur pardonneras. Pas quand tu auras compris. Juste quand tu seras prête. Il soutint mon regard, attendant que j'en dise plus. J'avalai et m'éclaircis la gorge, le goût du sang-froid et de l'amertume de ma résolution. Je m'en vais, dis-je. Jonas hocha la tête comme s'il le savait déjà. Je me le disais. Je ne peux pas revenir en arrière, murmurai-je, la voix brisée. Pas encore. Pas comme ça, se renversa-t-il en arrière, posant son bras sur le dossier du canapé. Ne reviens pas avant de savoir comment gagner. Je le fixai du regard, essayant de déchiffrer le sens de ses mots. Ce n'était pas un discours d'encouragement. Ce n'était pas des promesses en l'air. C'était une stratégie. C'était le genre de conseil dont j'avais besoin. Simple, direct, tactique. Je dois trouver la prochaine étape, dis-je. C'était comme un aveu, mais j'éprouvai un étrange soulagement en l'avouant. Il esquissa un demi-sourire. Alors, trouve-toi. Je t'aiderai. À cet instant, la douleur dans mes os sembla s'atténuer, remplacée par une étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis mon départ de chez moi. Une possibilité. La journée s'étendait devant moi. Des pages blanches m'attendaient pour écrire un nouveau récit. N'étant plus ancré dans la peur ni ensanglanté par les mensonges, je réalisais que j'avais le choix. Rester brisé ou construire quelque chose d'incassable, je fouillai dans ma poche et en sortis. J'ai sorti la clé USB. Le regard de Jonas s'y est posé. Je la lui ai tendue sans un mot. Il l'a glissée dans sa paume et m'a serré fermement le genou. En silence, il s'est levé et s'est dirigé vers le bureau, branchant déjà la clé à son ordinateur. Le bruit du disque dur en rotation a rempli la pièce. Je me suis affalé plus profondément dans le canapé et j'ai regardé le lever du soleil se répandre à travers la fenêtre, peignant la moquette et les traînées d'or. Le monde au-delà du rebord poussiéreux de la fenêtre de Jonas s'éveillait, inconscient de mon combat. Mais je me sentais prêt. Ni guéri, ni entier, mais prêt. Parce que pour la première fois depuis que le réfrigérateur m'avait frappé dans le dos, je savais que je n'étais pas seul. Et quand je serais prêt, je retournerais à la lumière avec des preuves, des alliés et la tranquille certitude que personne d'autre que moi ne pourrait écrire mon histoire. J'ai accepté de retrouver Laurel au Willow Café parce qu'elle m'avait convoqué d'un ton si calme et indéfectible que j'en ai eu les dents hérissées. Elle a dit qu'elle voulait pour faire le vide, pour tourner la page, pour surmonter le malentendu qui m'avait tout coûté, ma maison, ma dignité, ma carrière. Le café était niché dans une rue calme, son auvent bleu sarcelle pâle flottant dans la brise hivernale. À l'intérieur, l'air sentait la cannelle, la vapeur s'élevant des cafés au lait et les délicates volutes. Je me demandais si la chaleur apaiserait le froid qui m'envahissait. Laurel était assise à une table d'angle, celle près de la fenêtre où la lumière matinale éclairait son visage comme un projecteur. Elle portait un manteau crème à boutons dorés, neuf, visiblement par-dessus un pull en cachemire assorti au rose tendre de ses joues. Ses cheveux étaient coiffés juste assez pour paraître décontractés et ses lèvres s'incurvaient en un sourire d'essai. Autour d'elle, le café bourdonnait du murmure des conversations, du tintement de la porcelaine, mais elle était assise seule, comme si elle avait convoqué toute la scène pour notre tête-à-tête. Je m'arrêtai sur le seuil, la cloche au-dessus de moi tintant comme un avertissement. Puis je redressai les épaules, ajustai le col de ma veste et m'approchai. Ses yeux me parcoururent du regard, observant le léger bleu près de ma mâchoire, l'apincement de mes lèvres. Elle désigna la chaise en face d'elle. Une fois assise, la table entre nous me parut plus étroite que d'habitude, comme une bordure de céramique et de sachets de sucre. « Merci d'être venu, dit-elle d'une voix douce. Ni excuse, ni reconnaissance de douleur, juste gratitude pour ma présence. Je croisai les mains sur la table. Je sentais le poids de chaque SMS non lu, de chaque appel sans réponse, enfoui dans la poche de mon manteau. Je choisis de les laisser là. Je suis contente qu'on puisse parler, répondis-je. Ma voix ne tremblait pas, même si mon cœur battait fort. Je la vis baisser les yeux vers la sacoche en cuir à ses pieds. Tu as dit que tu voulais t'expliquer. Elle hocha la tête en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. J'ai paniqué. Tout s'est passé si vite. Tes heures tardives, l'écharpe.
Je ne savais pas quoi penser. Et puis j'ai vu le regard de tes collègues. Je me sentais mal à l'aise. Alors j'ai dit des choses. J'ai dit que j'avais peur de toi. Cacher quelque chose. La peur. Elle était là. Ce mot réchauffait l'espace entre nous comme la flamme d'une bougie. Pas de l'honnêteté, mais de la peur. Elle avait eu peur de perdre son calme dans son récit confortable. Elle avait eu peur de perdre l'image parfaite que sa famille avait forgée. Alors, elle avait inventé des mensonges pour garder le contrôle. J'ai pressé mes doigts contre le grain du bois de la table et j'ai demandé, « As-tu déjà pensé à me demander ?» Ses joues ont rougi. J'ai essayé, mais tu étais toujours si distant. Tu ne répondais pas. Je n'avais que des morceaux. Et moi, a-t-elle soufflé, se haïssant plus qu'elle ne me haïssait. J'ai fait ce que je pensais devoir faire pour nous garder ensemble. En me détruisant, j'ai murmuré en m'effaçant. Ses yeux ont cligné des yeux vers la porte comme si elle allait s'enfuir. Puis elle a croisé mon regard, se préparant. Elle a glissé une main sous la table et en a sorti une clé USB. J'ai reconnu l'étiquette en majuscule, proposition-bas finale. DCX, sa main a légèrement tremblé lorsqu'elle l'a posée sur la table. Je n'y ai pas touché. Je l'ai laissé là, un pont. De ses excuses à ma révélation. Tu la reconnais? Demandai-je. Elle retint son souffle, les pupilles dilatées, hocha la tête, la voix à peine haletante. C'est la proposition que j'ai rédigée pour Pinfield Holdings il y a 2 mois, dis-je. Celle que je t'ai envoyée pour examen avant la réunion du conseil d'administration. Elle cligna des yeux, la confusion obscurcissant ses traits. Oui, mais j'ai levé la main. Avant même de savoir que j'avais été exclu, avant qu'il ne raie mon nom du générique, avant que papa ne présente l'œuvre aux investisseurs comme étant l'œuvre de Laurel, ses lèvres s'ouvrirent comme pour parler, puis se refermèrent. J'ai vu la culpabilité se déplacer dans ses yeux, un nuage éclipsant son calme apparent. Ton père, j'ai laissé planer les mots. Il l'a revendiqué comme sien. Il a rebaptisé toute ma section, modifié les graphiques, récompensé le résumé. Il nous a présenté, c'est-à-dire vous, comme les architectes d'un accord de 3 millions de dollars qui constitue la pierre angulaire du dernier tour de table de Pinfield. Elle ouvrit la bouche, la referma, déglutit. Je ne savais pas. J'ai secoué la tête. Toi, si. Toi. Il m'a envoyé un courriel cet après-midi-là, me demandant de le féliciter en toute confidentialité. Tu as filtré mes réponses. Tu as transféré ces courriels sans ma signature. Puis vous vous êtes assis confortablement et m'avez regardé disparaître à chaque accusé de réception. Des larmes brillaient dans ses yeux. Je pensais que si on te gardait près de moi, je me sentirais en sécurité, mais ça s'est retourné contre moi. J'ai perdu la personne que j'aime. Je t'ai blessé. Je me suis penché en avant. La voix basse mais inflexible. Tu ne m'as pas seulement blessé. Tu m'as effacé, professionnellement et personnellement. Ma vie a basculé à cause d'un dossier dont mon nom a été effacé. Sais-tu ce que ça fait à un homme? Ses larmes ont coulé et elle a tendu la main par-dessus la table pour me saisir, mais je me suis écarté. Non, je t'ai dit de ne pas le faire. Parce que tu n'as pas perdu ta réputation. Tu n'as pas senti tes collègues détourner le regard en entrant dans une pièce. Tu n'as pas passé des nuits à te demander si un de tes emplois est désormais invalide. Elle a fermé les yeux et a hoché la tête comme si elle prononçait un vœu intérieur. J'ai remarqué une lime entre ses doigts tandis qu'elle manipulait la clé USB. Je l'ai ramassée. Son boîtier en plastique était froid sous mon pouce. Cette clé, ai-je dit en la soulevant pour qu'elle puisse la voir. Elle contient tous les documents auxquels j'ai contribué, email, feuilles de calcul, maquettes, tout. Son regard s'est posé sur elle, le désespoir s'allumant dans son regard. Rends-la-moi, a-t-elle murmuré. S'il te plaît. J'ai fixé l'embout métallique, m'imaginant la brancher chez Jonas, regardant le fichier défiler sur l'écran avec une justification suffisante. J'ai ressenti la poussée d'énergie que procure la possession de preuves irréfutables. Mais je ne l'ai pas rendue. Je l'ai glissée dans ma poche. J'en ferai une copie, ai-je dit doucement. Je la garderai précieusement. Ensuite, je déciderai quoi en faire. Elle a tendu la main à nouveau, les larmes aux yeux. Je suis désolé, Griffin. Je n'ai jamais voulu te faire autant de mal. Je sais, dis-je, la voix plus douce maintenant, mais toujours ferme.
Et je n'ai jamais voulu vous quitter sans réponse. Ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. Je me tenais, tirant sur mon manteau. La lumière de la fenêtre brillait de la table, illuminant les miettes d'un scone à moitié mangé. Des preuves de la petite vie que nous avons partagée autrefois, réduites à des fragments. J'ai besoin de temps, dis-je. J'ai besoin de reconstruire ce que vous avez aidé à détruire. Et je ne peux pas faire ça avec toi dans ma vie. Du moins pas encore. Avec cela, je me suis retourné et je suis sorti du Willow Café, laissant derrière lui l'odeur du café et de la cannelle, l'écho de ses excuses, et un avenir que j'avais l'intention de récupérer une clé USB à la fois. Jonas n'était pas seulement mon ami. Il était la clé d'un secret que j'avais transporté dans ma poche depuis ce matin au Willow Café. Il avait écouté alors que j'avais expliqué comment le lecteur flash de la proposition n'était que le début de la perte qu'ils avaient orchestrée. Comment mon nom avait disparu de chaque succès que j'avais construit. Et puis il se pencha en avant, les yeux brillants. « Je connais quelqu'un qui vous a regardé, a-t-il dit, et il n'est pas encore de votre côté. » Le nom de Cam Rhodes ressemblait à un défi car Jonas l'a parlé pour la première fois. Candan Rhodes, PDG de Straytech, le plus féroce de Pinfield. Candan était connu dans notre industrie comme un requin, brillant, impitoyable et toujours 3 avances. Il a construit une lumière errante d'une start-up de garage dans une centrale technologique qui a fourni des plateformes d'analyse prédictive vers les villes, les sociétés et même les agences gouvernementales. Son entreprise avait encerclé le conseil d'administration de Pinfield Holdings, à la recherche d'une fissure dans leur armure. Ma disparition abrupte et le scandale tourbillonnant autour de moi, Candan le verrait comme l'opportunité parfaite. Cet après-midi-là, je me suis retrouvé debout dans le hall de Glasswell de Strayhite, l'endroit fredonnant avec de l'énergie calculée. J'ai porté mon meilleur costume, celui que Laurel avait choisi une fois pour mes promotions. Le tissu de la marine croustillante était ironique contre la douleur terne dans mes côtes. Une réceptionniste m'a conduit devant les barres blanches remplies de diagrammes algorithmiques et de moniteurs surdimensionnés affichant des visualisations de données en temps réel. Chaque membre du personnel que j'ai passé était concentré, déterminé, ignorant l'homme meurtri en train de se déchaîner avec un agenda caché. Jonas m'a rencontré dans le bureau de Candan. Une pièce d'angle élégante avec des fenêtres de tassement de sol donnant sur les toits de la ville. Candan lui-même se tenait près de la fenêtre, vers moi, les mains jointes derrière son costume sur mesure. Il se tourna lentement, comme s'il savourait la révélation. Son visage était net, des pommettes hautes, des yeux gris en acier qui n'ont rien manqué et un léger sourire qui a suggéré qu'il avait parié sur mon résultat il y a longtemps. Griffin Ward, a-t-il dit, voix même mais résonnant. J'ai entendu dire que vous avez vécu des complications. J'ai avalé, coffre. J'ai besoin d'un travail, Candan Smile s'est approfondi. Je n'embauche pas pour pitié, monsieur Ward. Pas de pitié, dis-je, avançant. Performance. J'ai placé le lecteur flash que j'avais copié sur son bureau élégant en acajou. Preuve. Il a ramassé le disque, étudiant l'étiquette, des conceptions clés. Il ne l'a pas encore ouvert. Il m'a juste regardé et a dit, allez-y. Je lui ai tout dit. L'assaut de la veille de Noël, les allégations fabriquées, la gomme professionnelle. J'ai raconté comment la proposition que j'aurais écrite avait été rebaptisée sous le nom de Laurel. J'ai décrit le plan que j'avais esquissé ce matin-là, recueilli des preuves, reconstruire ma réputation et éliminer la prochaine offre de Pinfield. Tout au long, Candan a écouté l'attention sans climatisation, hochant la tête de temps en temps, son regard d'acier ne vacille jamais. Quand j'ai fini, le silence s'étendait entre nous comme un câble tendu. Jonas se tenait derrière moi, les bras croisés, je suis stable. Candan a mis le lecteur flash sur son bureau sans le toucher à nouveau. Il secoua les doigts et se pencha en arrière. Il a dit que regarder le lecteur est exactement la raison pour laquelle je suis intéressé. Intéressé par quoi? J'ai demandé à méfier. En vous, a-t-il répondu. Votre talent, vos créations et votre vendetta, il se leva, marchant vers la fenêtre. J'ai regardé vos projets à Pinfield. Solutions innovantes, code élégant, intégration visionnaire. Vous êtes la raison pour laquelle mes analystes vous ont signalé il y a 2 quarts. Il se tourna, les yeux scintillants. Mais j'ai attendu. J'ai vu les gros titres de vos ennuis et j'ai pensé, opportunité. J'ai tiré sur la manche de ma veste. Je ne demande pas la charité. Non, sourit-il à nouveau, une courbe rare et authentique de ses lèvres. J'offre un partenariat.
Il retourna à son bureau et ouvrit un tiroir, révélant un dossier épais estampillé avec le logo Strayit. Consultant en chef de l'innovation, a-t-il dit, glissant le dossier vers moi. 9 projets de figure, options de capitaux propres, autonomie complète sur vos conceptions. Vous construisez l'avenir ici, Griffin. Et ensemble, nous allons soumissionner sur le prochain contrat d'infrastructure de la ville de Pinfield. Nous le ferons de manière anonyme influence, une participation dans une entreprise de concurrence, et les moyens d'orchestrer les chutes. En avant, les yeux enfermés sur le dossier. Je respecte l'anticipation. Je respecte un homme qui transforme la trahison en stratégie. Vous ne paniquez pas. Vous planifiez. Vous endurez. C'est la ressource la plus rare dans ce monde. Jonas a interdit le bureau et a offert sa main. Bienvenue à bord. Je me suis tenu et j'ai serré la main de Candan en premier, puis celle de Jonas. L'adhérence était ferme, comme sceller une alliance forgée dans le feu. Le poids du moment a coulé. Je n'étais plus une victime. J'étais à nouveau un joueur. Candan a fait signe à sa petite célébration en attendant devant son bureau. Champagne flûte sur un plateau en argent parfait pour accueillir de nouveaux talents. Je l'ai suivi à travers la porte ouverte devant les curieux spectateurs jusqu'à une taillée alcôve baignée en lumière du soleil d'hiver. Jonas et moi avons tincé des lunettes, les belles bulles dansant à ras-bord. Pour les nouveaux débuts, dis-je, voix stable. Et des fins bien planifiées, marmonna Jonas. Je laisse le verre reposer sur mes lèvres, goûter la netteté du champagne et je me suis senti résolu cristallise dans ma poitrine. C'était le problème que j'avais conclu dans le dos. Une chance de récupérer tout ce qu'ils avaient volé, déguisé en saut en avant dans ma carrière. Et sous le plaquage de la civilité, je pouvais déjà voir le champ de bataille, l'offre, la proposition, le moment où Strayit dévoilerait notre offre anonyme, et le conseil d'administration de Pinfield s'effondrerait en dessous. Je laisse la chaleur se répandre à travers moi alors que nous tapions à nouveau nos lunettes. Le plan a été défini. L'alliance a été scellée. Et quelque part à Pinfield Holdings, mes ennemis remarqueraient bientôt les ondulations devant le tsunami. Parce que parfois les frappes les plus dévastatrices ne sont pas livrées avec un cri, mais avec une poignée de main et un contrat signé tranquillement. Le matin de la présentation du conseil d'administration des infrastructures de la ville est apparu dans un silence d'anticipation. Je me suis réveillé avant le lever du soleil dans mon élégant condo Straylight. L'horizon à l'extérieur de ma fenêtre un lavage en or pâle. Une tasse de café noir à cuit à la main dans ma main alors que j'étudiais la mallette noire lisse de la table de conférence. À l'intérieur, il y avait tout ce que j'avais passé des mois à perfectionner. Mon prototype breveté schéma, la feuille de route intégrée des systèmes et le modèle d'analyse prédictive qui soufflait le terrain à moitié finis de Pinfield hors de l'eau. J'ai pris une respiration lente, sentant la tension dans ma cage thoracique me rappeler les injustices passées, puis la laisser partir. Aujourd'hui, tout cela importerait moins que la puissance de notre vision unifiée. Dans l'ascenseur en bas, j'ai attrapé ma réflexion dans les portes en acier inoxydable poli, un costume bien rangé, taille à hocher la tête, la posture droite. Aucune trace de l'homme avec un nez cassé. Aucun soupçon de l'homme qui se recroquevillait une fois derrière des portes verrouillées. Au lieu de cela, j'ai regardé chaque pouce le consmat professionnel, confiant, composé, prêt. Le bureau de Candan a bourdonné derrière moi, le péché de tapis fraîchement nettoyé et d'imprimantes laser remplissant l'air. Jonas m'a rencontré dans le hall, passant déjà en revue les projections sur sa tablette. Son signe de tête était brut mais solidaire, une affirmation silencieuse que notre plan était aussi solide que nous le croyions. Nous sommes arrivés à l'hôtel de ville juste avant le rassemblement du conseil d'administration. Les piliers en marbre se sont levés sur un plafond en forme de dôme et le soleil du matin filtrait à travers des vitraux, jetant des motifs colorés à travers les sols en marbre. Des journalistes regroupés par l'entrée, leurs caméras et les microphones fiévreux avec curiosité. J'ai aperçu un représentant de Pinfield dans la foule. Monsieur Alberg lui-même, le père de Laurel, et des chaussures polies cliquant dans le couloir en saluant les dignitaires avec un sourire pratiqué. Il s'arrêta lorsque nos yeux se sont rencontrés. Son expression clignote. Surprise, peut-être, ou quelque chose de plus sombre. Je lui ai donné un signe de tête courtois et je me suis détourné, la posture ininterrompue. À l'intérieur de la salle d'audience, les membres du conseil d'administration ont pris place à une longue table en acajou. Je les ai comptés. 8 membres du conseil municipal, le maire à une extrémité, et 2 nommés consultatifs à l'autre. L'équipe de Pinfield était assise ensemble d'un côté, Laurel au centre,
son blazer bleu poudre un phare parmi leurs grilles en sourdine. Derrière son sâtre Seth et Jordan, hérissés de confiance, certains ont tenu la main gagnante. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander s'ils se souvenaient de l'homme dont le sang avait autrefois taché leur porte de réfrigérateur. La session a commencé par les formalités, l'appel à roulement, les conflits d'intérêts, les divulgations, l'accueil du maire. Puis l'équipe de Pinfield a pris le podium. Leur présentateur principal s'est lancé dans les diapositives à moitié polies. Un paysage urbain est intervenu avec leurs capteurs innovants, les tableaux de bord de base de l'analyse, un accent depuis longtemps sur les protocoles de sécurité qui ressemblaient plus à un rembourrage qu'à une substance. Les membres du conseil d'administration ont hoché la tête poliment, mais l'énergie dans la pièce ça fait ça. J'ai chuchoté à Jonas. Ils ont tout fait avant. Et il a expiré un doux rire en accord. Quand c'était notre tour, Candan Rose d'abord, Stridley s'est mesuré. Il m'a présenté comme le principal consultant en innovation dont le prototype Cutting Edge a formé l'épine dorsale de la proposition. Mon moment est venu en cliquant sur ma diapositive d'ouverture, un rendu 3D d'un modèle de ville vivant avec des flux de données en temps réel et des flux de trafic prédictifs. La pièce se pencha en avant. Je suis monté sur le pupitre, jeté un coup d'œil au tableau et j'ai commencé. Bonjour, dis-je, la voix claire calme. Je suis Griffin Ward, et c'est la vision du texte de Straylight pour CityLink. Un système qui non seulement répond aux défis urbains, mais les prédit avant qu'ils ne se produisent. Je rythme lentement, laissant les mots s'enfoncer. J'ai mis en évidence comment nos capteurs intégrés alimentés par mon algorithme breveté pouvaient prévoir la congestion, optimiser la consommation d'énergie et même les risques de sécurité préemptionnés en modélisant les modèles de comportement humain. Votre prototype s'appuie fortement sur la collecte de données sans surveillance. Comment résoudre les problèmes de confidentialité? Je laisse passer un battement, puis j'ai dit, nous avons intégré la confidentialité dans le cœur. Les données sont anonymisées et cryptées à la source avec des identifiants individuels dépouillés avant l'analyse. Les citations et les journaux sont des sentiers d'audit, assurant la transparence et la confiance communautaire. J'ai cliqué sur une diapositive montrant un flux de travail de cryptage rationalisé ordinaire, robuste, inlassable, un membre du conseil d'administration murmurait. Impressionnant. Écran, tableau de bord de la ville est survenu à la vie. Les applaudissements ont éclaté, provisoires au début, puis authentiques. Note griffonnée. L'équipe de Pinfield était assise surgelée, les bouches se déplaçant par incrédulité silencieuse. Tandis derrière eux, j'ai imaginé la course d'esprit du père de Laurel. Comment avons-nous réussi cela si parfaitement? J'ai conclu avec un doux sourire. Nous croyons que CityLink transforme les infrastructures de réactionnaires au visionnaire. J'ai cliqué sur la diapositive. Nous demandons respectueusement votre vote. Je me suis reculé, calme le cœur, poitrine fière. Candan m'a rejoint, jaillit mon épaule, et nous nous sommes tous deux tenus ensemble tandis que la pièce bourdonnait de questions et de clarifications. Après 20 minutes de sondage, le président du conseil d'administration a appelé à un vote. Une par une, les mains se levèrent. C'est en faveur, un contre. Une marge sans précédent. Le maire a souri largement et a annoncé, Straylight Tech dirigera le projet CityLink. Mon pouce s'est effondré alors que le soulagement et le triomphe m'ont lancé. J'ai regardé Candan, puis à Jonas, qui m'a donné un hochement de tête lent qui disait, vous l'avez fait. Laurel a fui le podium avec sa tête baissée. Seth et Jordan semblaient avoir été frappés par le plancher du temps. Les interviews ont permis à Candan de répondre à leurs questions. Prouver que le silence et la stratégie peuvent être plus puissants que les points et les mensonges. Taper à travers mes emails jusqu'à ce que l'on ait attiré mon attention. Un message transmis de Laurel. Félicitations de la ligne d'objet. Je m'arrêtai, le pouce planant sur l'écran. Puis j'ai souri et je l'ai supprimé. Parce que maintenant dans ce nouveau chapitre, les seuls messages qui comptaient étaient ceux que je me suis épinglé. Lorsque le contrat de liaison de la ville est allé à Straylight Tech, l'effet d'entraînement a été immédiat et impitoyable. À partir du moment où le vote a été annoncé, les fissures et les lauriers ont soigneusement construit que le monde s'est élargi en gouffre. J'ai regardé tout se dérouler depuis la fenêtre de mon nouveau bureau. L'acier et le verre surplombant les toits de la ville, sachant que chaque triomphe reflétait un effondrement quelque part sur les sols polis de Pinfield. En quelques heures, le père de Laurel, Henry Alberg, l'appelait dans son étude. Je pouvais l'imaginer là-bas maintenant, les coudes en acajou, la mâchoire serrée, les yeux froids comme le crépuscule hivernal.
Il l'a blâmé pour l'humiliation de la famille. Vous le laissez fermer. Il a dû tonner. Vous leur avez remis nos secrets sur un plateau d'argent. Ces paroles auraient coupé plus net que n'importe quel point parce que cette fois l'arme était la loyauté naïve de sa propre fille. Le mot s'est propagé rapidement à travers Albert Holdings. Les membres du quartier ont chuchoté à propos de la violation de la sécurité qui leur a coûté un contrat de plusieurs millions de dollars. Ils ont spéculé sur les fuites, l'incompétence, la trahison. Même le récit public a tordu l'histoire. La proposition de Pinfield était difficile, prometteuse, mais finalement éclipsée par la technologie supérieure de Straylight. Peu importe que la différence était moi. Mon nom a fait l'écho dans les minutes du conseil d'administration dans les communiqués de presse de la ville sur chaque bloc technologique. J'avais ramené en pertinence, non pas comme une victime, mais comme le catalyseur de leur chute. Pendant ce temps, les frères de Laurel, Seth et Jordan, se sont retrouvés sous contrôle. Les investisseurs qui ont une fois recherché leurs liens ont soudainement reculé. Les anciens partenariats se sont dissous. Les diplômes juridiques de Jordan ont été remis en question après que quelqu'un ait découvert des irrégularités dans les contrats clients qu'il avait supervisés. Lorsque les actionnaires ont lu les petits caractères, ils ont découvert des clauses manquantes et des frais gonflés qui reflétaient son style agressif de concurrence. Question est apparue. Jordan avait-il dépassé? Avait-il manipulé des chiffres pour augmenter les bénéfices trimestriels? L'entreprise a lancé un audit interne qui l'a atterri en congé administratif. Seth, en revanche, a fait face à un calcul plus personnel. En tant que vice-président du développement, il avait été le visage public des initiatives de sensibilisation de Pinfield. Lorsque la présentation du lien de la ville a été mise en ligne, quelqu'un de Straylight a divulgué des images de Seth discutant des offres de partenariat dans un appel vidéo privé. Des images qui lui ont montré des responsables de la ville dénigrants et prometteurs de pots de vin personnels non divulgués. Le scandale est devenu viral. Le lendemain matin, Seth avait perdu plusieurs postes de conseil et avait été contraint de démissionner de plusieurs conseils philanthropiques. Sa réputation s'est déroulée aussi rapidement que ses annonces avaient autrefois renforcé l'image de Pinfield. Elle m'a appelé 2 jours plus tard, voix tremblante derrière un plaquage d'excuses composées. « Il me blâme », murmura-t-elle. Papa est furieuse. Il a dit, je lui ai tout coûté. J'ai écouté en racontant la litanie d'accusations. Vous avez cassé la famille. Vous nous avez ruinés. Et dans sa défense, elle a proposé qu'elle n'aurait que jamais voulu être en sécurité. En sécurité dans le monde de ses parents, en toute sécurité dans l'illusion de harmonie. Mais la sécurité, a-t-elle appris, ce qui pouvait avoir fait l'illusion? Un scintillement de la compassion a fait une pitié. Choix. La colère de votre père vous allumera aussi. Silence crépitant à travers la ligne. Elle a continué. Mais qu'en est-il de nous? Et Mika? J'ai fermé les yeux à la mention de notre fils dont la vie était déjà fracturée par la guerre familiale. Il n'y a plus de nous, dis-je doucement. Il y a vous et votre famille et les conséquences de ce que vous avez fait. Ces sanglots secouaient la connexion. J'ai raffiné mon téléphone avant de pouvoir en entendre plus. Leur chute était complète. Le stock de l'entreprise avait baissé. Les principaux clients envisageaient d'autres offres. Et le nom de Albert, autrefois synonyme de stabilité et de tradition, a été terni par le scandale. J'ai regardé les gros titres proclamant Pinfield Holdings et la crise et la querelle familiale coûtent un contrat majeur. Chaque article un monument à ma justification. J'ai essayé de ne pas sourire, mais la satisfaction était inévitable. Pourtant, la victoire avait un goût doux amer. Pour chaque investisseur qui m'a félicité, j'ai pensé à Mika, pris dans les feux croisés de l'ambition adulte. J'ai pensé aux larmes dans la voix de Laurel et à la peur dans ses yeux de 8 ans la nuit où j'ai vu mon visage meurtri. Je lui avais promis la vérité, mais je ne lui avais pas promis de s'échapper du sacrifice. En récupérant mon nom, je déchirais le monde qu'il avait connu. Tard dans la soirée, je me tenais sur mon balcon, la lueur de la ville reflétait dans la rivière et me permettait un moment de réflexion honnête. J'avais conçu un coup d'État contre Pinfield Holdings, orchestrant leur effondrement professionnel avec la précision d'un maître stratège. Je tirais parti de mon intellect et de mon résilience pour transformer la trahison personnelle en un calcul d'entreprise. Mais à quel prix? Je me souviens encore de la brouette froide de la porte du réfrigérateur contre mon dos. Le goût du sang, la punchline sifflante du drame king. Ce souvenir était le creuset à partir duquel ma nouvelle identité avait émergé.
Je ne ressemblais plus à l'homme qui titubait le canapé de Jonas, battu et cassé. J'étais en acier trempé maintenant, forgé par la douleur et perfectionné par la stratégie. Mais la famille qui se consumait lui-même avait laissé la terre brûler dans son sillage. Leur maison était remplie d'excuses creuses, brisait la confiance dans le résidu amer de la trahison. Je me demandais si les frères de Laurel trouveraient la rédemption ou si leur réputation était hors de réparation. Je me demandais si son père, une fois fier et imposant, la regarderait jamais sans un scintillement de déception. Et je me demandais où Mika trouverait son ancre dans un monde reconstruit sur les ruines de la fierté de sa famille. Je suis revenu à l'intérieur et j'ai fermé la porte du balcon. Mon appartement sentait légèrement le café et l'électronique, un sanctuaire de solitude et d'ambition. J'ai allumé ma nouvelle lampe de bureau et ouvert mon ordinateur portable à une nouvelle invitation marquée par email à présenter. C'était de Candan qui m'invite à diriger un discours d'ouverture à San Francisco le mois prochain. Une autre étape, un autre public. J'ai hésité pour un battement de cœur, en me rappelant comment les plans Bégeled nécessitent parfois des détours. Mais ensuite j'ai tapé une réponse, le doigt stable, j'accepte. Comme je l'avais pêché, je ressentais une augmentation familière du but. La famille que j'aimais autrefois s'était dévorée pour maintenir une illusion. J'avais été leur bouc émissaire, leur méchant. Maintenant, en leur absence, j'étais libre de tracer mon propre cours. Je construisais de nouvelles alliances, forgeais de nouveaux héritages et berce la fragile étincelle de confiance dans le cœur de mon fils. Parce qu'être l'homme, il ne voyait pas venir ne suffisait pas. J'avais l'intention d'être l'homme qui a construit une vie si résiliente, si inhabituelle qu'aucun mensonge ou ponche ne pourrait jamais le démonter à nouveau. Je suis entré dans la salle d'audience avec mon meilleur costume de la marine, celui que Laurel avait choisi pour notre anniversaire avant que tout ne s'effondre. Mes épaules étaient au carré, bien qu'à l'intérieur, je ressentais la même douleur qui s'était installée dans ma poitrine la nuit où ils m'ont critiqué contre le réfrigérateur. La galerie était à moitié pleine. Des amis, des curieux spectateurs et au moins un journaliste gribouillant des notes. Mais je me suis concentré sur le banc où le juge Landon a présidé. La lumière du soleil a filtré à travers de grandes fenêtres, illuminant le podium surélevé où Laurel était assis, son avocat à ses côtés. J'ai pris un souffle stable, me rappelant que chaque pas que j'avais fait depuis Noël avait conduit à ce moment. Quand mon avocat, Marisol Vega, a appelé mon nom, j'ai monté et je me suis approché du stand. Mon fils, Mika, s'est assis au premier rang avec Jonas et Candan derrière lui. Il avait l'air petit dans son uniforme scolaire, Knuckle White alors qu'il agrippait la vieille écharpe de sa mère. J'ai avalé et soulevé mon menton. La remarque d'ouverture du procureur m'a accusé d'instabilité, de ressentir des ressentiments qui pourraient nuire à mon enfant. Mais j'étais prêt. J'avais rassemblé des témoins, des documents, des vidéos, chaque miette de preuve qu'ils espéraient me garder silencieuse. Le premier était Jonas. Il a parlé calmement de mon personnage, des nuits passées à rédiger des contrats côte à côte, de mon engagement indéfectible envers l'honnêteté et l'excellence. Ses paroles ressemblaient à un bouclier, repoussant les doutes que la famille de Laurel avait SWN. Puis Candan a pris position, décrivant comment j'ai dirigé la présentation charnière de Stray, comment mes conceptions avaient transformé des systèmes entiers. Il n'a pas mentionné la vengeance. Il a parlé de l'innovation, de l'intégrité et du respect que j'avais gagné dans l'industrie. Dans son témoignage, j'ai ressenti les chaînes invisibles de mon passé. Le moment le plus fort est venu lorsque Marisol a joué les images de Nanny Cam. La vidéo granuleuse montrait les frères de Laurel qui me précipitaient. Le point de cette frappant mon visage. Le coup de pied de Jordan me déséquilibre. Et là, croustillant et clair, la main de Laurel a tiré mon téléphone alors que je cherchais à l'aide. La pièce se tait. Même l'avocat de Laurel s'est rétréci sur son siège. Dans ce silence, j'ai senti la justice pivoter envers moi. Mika regarda l'écran, les yeux écarquillés, mais il ne détourna pas le regard. J'ai attrapé son regard et j'ai offert un petit signe de tête. Il laissa échapper un souffle et était assis plus droit. Il a vu la vérité non filtrée. Le juge se pencha en avant, gribouilla une note et s'éclaircit la gorge. Quand c'était à mon tour, je me suis tenu et j'ai abordé la salle d'audience. Votre honneur, j'aime mon fils plus que tout. Je veux qu'il grandisse en sécurité et fier de son père. Ma voix vacilla brièvement, puis stop. J'ai demandé la garde unique pour que je puisse le protéger des mensonges et violences pour lui donner la stabilité qu'il mérite. L'avocat de Laurel a essayé une dernière objection, me demandant si je pouvais fournir un environnement équilibré.
Marisol a contré avec des preuves de ma nouvelle maison, de mon horaire flexible et de mon réseau de soutien. Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué les expressions sur les visages du juge, les hochements de tête, les froncements réfléchis, la lente démêlage des notions préconçues. Lorsque le juge a finalement annoncé sa décision, m'attribuant une garde complète, j'ai ressenti une vague de soulagement si féroce que cela m'a coupé le souffle. Laissant la salle d'audience, Mika a couru dans mes bras. Il me serra fort, chuchotant, « Je savais que tu gagnerais, papa. » Ces paroles étaient un baume des vieilles blessures. À l'extérieur, les caméras ont clignoté. Mais je ne leur ai pas fait attention. Cette victoire n'était pas pour les gros titres. C'était pour mon fils. J'avais récupéré plus que la garde. J'avais récupéré mon identité, mon intégrité et la promesse d'un avenir où la vérité était plus forte que tout mensonge. Et comme nous sommes sortis ensemble, je savais que quoi que ce soit ensuite, nous y faisions face côté, père et fils, liés par le sang et l'honnêteté. Le soleil venait de commencer sa montée lorsque je me suis installé dans mon bureau à domicile. La pièce se baigna dans une lumière de l'aube chaude. J'ai jeté un coup d'œil à la photo encadrée sur mon bureau. Mika souriant largement, ses petites mains serrant un certificat de piano. Cette image était mon rappel. Cette vie reconstruite de la trahison et du sang nous appartient maintenant. Plus de mensonges. Plus d'ombre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et passé au crible les derniers emails. Les investisseurs de Strayit m'ont félicité pour notre succès. Les collègues ont demandé des informations sur la mise à l'échelle du lien de la ville avec d'autres municipalités. Je me suis arrêté sur un message, le nom de Laurel dans la ligne scindée, mais je l'ai supprimé sans ouvrir. Ce chapitre a été fermé. Mon objectif était en avant sur les plans et le code que j'écrirais, les propositions que je dirigerais et l'honnêteté que je soutiendrais. Un coup doux à la porte a attiré mon attention. Mika se tenait là, les manches enroulées, les yeux brillants d'excitation. « Papa, puis-je te montrer quelque chose ?» Il s'éclate à l'intérieur et a ouvert son music stand, révélant une nouvelle pièce qu'il a apprise du jour au lendemain. C'est une composition de WC. J'ai souri, en sentant mon cœur soulevé. Jouez pour moi. Il était assis au piano près de la fenêtre, des doigts d'encens sur les clés dans une délicate cascade de notes. Alors que sa musique remplissait la pièce, j'ai senti la tension persistante de mon passé se dissoudre dans chaque accord chatoyant. C'était la paix. Pas seulement l'absence de conflit, mais la présence de but. Quand il a fini, j'ai applaudi tranquillement. C'était magnifique, mon pote. Il rayonna et j'ai ébouriffé ses cheveux. Puis il est devenu sérieux. Tu vas vraiment bien maintenant ? Je me suis arrêté, considérant comment répondre. Les nuits de la rage et de la honte se sentaient distantes, mais leur leçon était gravée dans mes os. J'ai placé une main sur son épaule. Je suis, dis-je. Parce que j'ai appris que la vérité est la base la plus forte. Et avec toi à mes côtés, je sais que je ne perdrai plus jamais mon chemin. Mika hocha la tête et attrapa son sac à dos. Je pars à l'école. Rendez-vous au récital ce soir. Je ne le manquerai pas pour le monde, ai-je répondu. En tant qu'il borna la porte, je me tournai vers la ville au-delà de ma fenêtre. Rue fredonnant de vie. Le trafic circulant dans les modèles que notre système de liaison de la ville optimiserait bientôt. Les gens se déplaçant dans le monde ignorant les infrastructures qui travaillent tranquillement pour eux. Je les regardais, un architecte silencieux du progrès, et j'ai ressenti une fierté féroce de savoir que mes créations façonneraient des villes plus sûres et plus intelligentes. Je me suis coulé dans ma chaise et j'ai ouvert un document vierge intitulé Future Project. Tapisant les premiers mots, j'ai ressenti le poids de mon ancien portail d'identité. Commencer par l'intégrité. Construire avec intention. Ne briser jamais la foi. En dessous, j'ai esquissé des idées pour élargir les analyses des liens de la ville aux établissements de santé et aux services d'urgence. Au moment où le soleil de l'après-midi s'est penché à travers les stores, j'ai eu des contours pour 3 nouvelles propositions. J'ai fermé le document et je me suis penché en arrière. Les mains derrière ma tête. L'homme qu'ils avaient essayé de briser était maintenant l'homme qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Non pas parce que j'ai crié le plus fort, mais parce que j'ai choisi de construire régulièrement, tranquillement et avec une résolution inébranlable. Quand le soir est venu et Mika a pris la scène pour son récital, je me suis assis au premier rang, je brille de fierté. Alors que ses notes finales résonnaient à travers le couloir, j'ai réalisé que la vraie victoire ne concernait pas les contrats ou la justification. Il s'agissait de récupérer ma vie,
mon nom et les moments simples comme regarder mon fils jouer qui comptaient le plus. Et dans cette réalisation, j'ai compris. Ils ne m'ont jamais vu venir parce que j'étais trop occupé à devenir quelqu'un qui mérite d'être rappelé.